Je pense que vous avez reconnu l'affiche. Voilà, on est le 11 avril, c'est l'ouverture du 8e Festival de l'Oiseau. Et puis en plus, comme soirée d'inauguration, on a beaucoup de chance parce qu'on a un invité de marque qui vient ce soir, c'est Jacques Perrin. Vous vous souvenez, c'est lui qui a produit Microcosmos, un film qu'on a vu l'an passé. Cette année, lui, il vient nous présenter Le Peuple Singe. D'ailleurs, on va voir quelques extraits tout de suite, puis après on le retrouvera avec Henri Sagnier, qui est le président du festival. Utiliser un outil est une opération complexe. Pour le jeune chimpanzé, l'apprentissage est long, frustrant, bourré d'erreurs. Il doit se montrer acharné, persévérant. La difficulté de ce tournage, c'est pas tellement le tournage, c'est la préparation, le temps qu'il faut pour pouvoir accéder à ces sites et s'y faire admettre. Et ça, c'est ça aussi qui est très beau. Il faut filmer les animaux, il ne faut pas arriver au milieu de la nature et en face des animaux et les filmer. Il faut savoir s'approcher. Il y a eu quelques petits problèmes quand même avec les gorilles qui ont chargé à 1 ou 2 reprises. J'ai lu ça dans un papier là, à propos du film. Oui, oui, il y a eu ça. Alors là, il y a des techniques à respecter. Il ne faut jamais sourire. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? C'est pas simplement être devant la chose, c'est de savoir que pour bien raconter, où il y a le verbe qui est juste, où la caméra qui ne peut être qu'à un seul endroit, et qui peut, en fonction de l'architecture, de la composante de l'image, ça y est, on va toucher, on va raconter sans les mots quelque chose. Donc pour moi, c'est intimement lié, hein. Les chemins de la nature et les chemins du cinéma doivent se conjuguer. J'ai rencontré la production dans des documentaires que je réalisais, qu'on réalisait, ou faisait réaliser. Et cette possibilité que donne la production de pouvoir faire naître les choses, donner la liberté à des expressions, et de donner les moyens à ceux qui ont du talent, ça a été une forme de vocation qui m'a plu. Ramer, qu'est-ce que c'est fatigant! Mais se promener dans les marais de Marais-Cobert, c'est quand même vachement bien. Mais moi j'ai choisi la barque, mais dans le cadre du festival, il y a plein de promenades qui sont organisées. À cheval, en avion, même en kayak ou en ULM. Mais si vous êtes plus terre à terre et que vous préférez marcher, eh bien Dominique, lui, qui connaît très bien la baie de Somme, se propose de vous guider à travers toute la baie. La baie est divisée grosso modo en 2 étages. Il y a toute la partie basse, celle sur laquelle on se trouve, que l'on appelle la slick, S-L-I-2-K-E, qui en termes néerlandais veut dire vase salé. Et puis après, on a, voyez, on a la partie haute, je dirais, là on prend un peu de hauteur. Donc c'est la Molière, ce sont les Molières chez nous, c'est le shore, hein, qui est délimité, vous voyez, par un talus, une micro-falaise. Cette tourbe-là, je peux vous dire, je sais d'où elle vient de Criel-sur-Mer. Il faut savoir que dans la falaise, au niveau de Criel, il y a un gisement de tourbe. Et comme vous le savez, lors du festival, la photo tient une très grande place. Et un concours photo est organisé. Alors cette année, il y a eu 143 participants, pratiquement tous amateurs. Donc c'était des Français, des Suisses, des Danois, même un Argentin. Et 12 seulement ont été retenus. Et ils ont eu des prix allant de l'appareil photographique, du matériel, etc. jusqu'à un prix de 5000 francs pour le premier. Mais bon, je vous laisse admirer ces très belles photographies.
avec un 300 mm. Un héron, environ 1 m, 1 m 20. Plein cadre, la tête en haut, les pattes en bas. Si vous prenez un renard, si vous voulez le faire plein cadre, avec toujours un 300 mm, il faudra que vous soyez plutôt à 4 mètres. Voilà, je me dépêche parce que je suis en retard. Hein. J'arrive pour participer au stage de prise de vue de photo animalière, mais pas trop si j'ai l'objectif qu'il faut. Mais enfin bon, j'y vais, on verra bien. Ce stage, en fait, il y avait 2 sessions qui étaient proposées. 2 sessions de 2 jours. Un premier jour au nord de la baie de Somme et notamment ici autour du parc, avec une approche effectivement sur le deuxième jour plus en direction des milieux, donc d'un traitement plus paysager de la baie de Somme. Aujourd'hui, c'est le sujet oiseau en termes de prise de vue et de l'utilisation de longues focales, donc des aspects techniques liés à ces utilisations de longues focales. À proscrire les lumières de la pleine journée, notamment du midi, les lumières de début et de fin de journée étant souvent plus valorisantes. Moi je fais de la photo, surtout de photos de paysages, parce que je fais un peu de randonnée. On croise souvent des animaux et on ne sait jamais trop bien comment les prendre, quel réglage choisir, etc. Il faut souvent prendre sa décision très rapidement et les photos sont souvent ratées. Donc là c'est l'occasion d'une part d'avoir tout le matériel nécessaire pour réussir ces photos et de faire différents choix, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, suivant le cadre. Essayer de composer la photo aussi de l'animal dans son environnement. À dire que les participants de ce stage photo sont susceptibles d'avoir des bonnes photos. Je dirais que ça dépendra aussi un petit peu de la chance que l'on aura, aussi bien au niveau de la lumière que des sujets. Je pense qu'il y a des photos qui seront tout à fait utilisables dans le cadre du concours photo, dans la mesure où le sujet correspondrait aux bons clichés qui ont pu être réalisés. Une vie de cerf, Cacatoès, Histoire de Chevêche, Eagle. Comme vous voyez, le festival, c'est aussi et surtout des films en compétition. Cette année, justement, il y en a 33 qui vont justement être départagés par un jury présidé par Alain Devèze. Donc lui, c'est un réalisateur de renom, mais aussi un ingénieur de recherche au CNRS. Il réalise d'ailleurs surtout des films scientifiques. Alors ce jury va décerner 6 prix, dont un prix amateur, ce qui est pas mal pour un festival. Mais bon, comme il y en a 33, on ne va pas pouvoir vous présenter tous les films. On a choisi quelques extraits qu'on va vous montrer et on va écouter aussi les réalisateurs qui vont nous en parler. Place à l'image. Bob Scott, membre du jury. De nationalité britannique, il a fait une brillante carrière à la RSPB. Il s'est consacré pendant 7 ans à son poste de responsable des réserves naturelles. Alain Cholon, actuel rédacteur en chef de France 3 Picardie. Dominique Cartier, responsable de la programmation de films scientifiques à la Cité des Sciences depuis 15 ans. David Curl, zoologiste australien spécialisé dans l'ornithologie. Thomas Menant et Nicolas Wamin, 2 collégiens de la région, également membres du jury. Barnes's granary is the largest around. It consumes a whole tree, a widescreen spectacle of woodpecker greed.
All winter, the birds peck acorn-sized holes. The Barneses have 10,000. Thomas Mangelsen, photographe animalier américain, plusieurs fois primé au prestigieux concours Wildlife. La bande se rassemble en silence autour de leur ancien chef. Hagel a été l'allié de beaucoup de mâles, un partenaire pour beaucoup de femelles et un père attentionné pour tous ses petits. Seul Deschy ne prête aucune attention à la mort de Hagel. Les jeunes mâles le touchent avec une incroyable tendresse. Quelques femelles empêchent même les mouches de se poser sur son visage. À quoi peuvent-elles penser? It looks like some kind of funeral. Like monkeys paying their last. Lorsque l'on voit ça, on a l'impression d'assister à des funérailles. Il semble que les macaques rendent un dernier hommage. Est-ce qu'ils ont cette idée en tête ou pas? Il est impossible de le savoir. Nous devons donc être très prudents. Bien sûr, notre consultant scientifique a dû approuver l'ensemble des commentaires du film. Et en tant que scientifique, il était prudent, mais peu à l'aise pour donner une conclusion qui ne pouvait pas être prouvée. Vraiment, il est impossible de savoir ce que les singes ont en tête. En tant que président du jury, il y a eu des moments où il a fallu faire la part entre la science, la beauté donc l'esthétique. Vous voyez, il a fallu faire la part du film qui apportait une connaissance, mais du film aussi où l'image gratuite, superbe, faisait rêver. C'est pas toujours évident. Les oiseaux marins ont apporté une telle richesse au Pérou qu'ils représentaient une valeur d'1 milliard de dollars. Nulle part au monde, les oiseaux se rassemblent en aussi grand nombre. L'environnement est très dur. Et le Wet Paracas est en fait un vent de sable. Les vents étaient très violents et contenaient toujours de fines particules de sable. Les conditions étaient très difficiles pour les caméramans. Dans cette région, peu d'observations scientifiques ont été faites, d'où la difficulté. Mais c'était également encourageant lorsqu'on voyait quelque chose d'inattendu, comme par exemple ces pélicans qui prenaient de la terre dans leur bec. C'est un comportement que je n'avais jamais vu auparavant et que personne n'avait jamais observé. Les pélicans tages se préparent également à nicher. Ils utilisent habituellement leur profond jabot pour ramasser le poisson, mais cette fois, ils le remplissent de sable et de divers débris qu'ils transporteront jusqu'à leur nid. Vous savez ce que c'est, ça? C'est un nichoir à chouette chevêche. Parce que tous les ans, dans le cadre du festival, il y a des ateliers qui sont organisés pour les enfants. Donc là, on peut les voir. Et l'année dernière, c'était des nichoirs qui étaient fabriqués. Et cette année, les mêmes personnes font des mangeoires pour les oiseaux. Mais une nouvelle activité cette année sont les cerfs-volants. Alors on va retrouver Monsieur Tandelier, qui est justement en train de monter un cerf-volant. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites là? Là, je suis en train de monter un cerf-volant qui est déjà ancien chez nous, mais qui a de très nombreuses heures de vol et qui en particulier largue des bonbons par parachute dans tous les festivals. Et c'est des cerfs-volants comme ça que vous confectionnez ici? Ah non, celui-là, il y a à peu près une quarantaine d'heures de travail autour, et il faut savoir coudre à la machine. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que vous faites dans le cadre de l'atelier? Tout dépend de l'âge des enfants. On a des enfants qui ont 5 ans, évidemment, on ne peut pas leur faire des choses bien complexes. Et donc on fait simplement une coccinelle avec 2 baguettes de bambou sur l'arrière.
et ça vole malgré tout très bien. Et ensuite, on a jusqu'à l'âge de 15 ans, 14-15 ans, on fait des cerfs-volants de combat, qui sont des cerfs-volants asiatiques montés sur armature bambou, et qui là, évidemment, demandent plus de travail. Mais bon, vu l'âge, on peut se permettre de faire des choses plus compliquées. Alors, l'armature, elle est en bambou, mais le reste, c'est en quoi? C'est quoi comme matière? Les matériaux sont différents suivant les cerfs-volants. On peut travailler avec du sac plastique, le plus simple possible. Oui, un simple sac plastique style sac poubelle. Et en combien de temps ils construisent leur cerf-volant, l'atelier? En une séance d'atelier, ils ont... Oh oui, ce sont des cerfs-volants très simples et on les prépare avant l'arrivée des enfants. Et donc en 1 heure, 1 heure et demie, la décoration comprise, tout est fait. Donc chacun peut repartir avec son... Chacun repart avec son cerf-volant prêt à l'emploi. C'est comme ça qu'on fait tomber l'adversaire, c'est-à-dire que quand tu as un fil qui touche l'autre, tu tires toi comme ça pour scier le fil. J'espère que M. Tondelier vous aura donné envie de faire des cerfs-volants. Mais tout de suite, on va retrouver une autre activité qui se passe en plein air cette fois. C'est une activité qui consiste à apprendre aux enfants à faire des photos avec une boîte de conserve. Mais moi, je ne vais pas vous en dire plus, c'est Benjamin qui va vous en parler. Il est au parc d'Hémonville. À mon avis, tu peux te mettre au moins là. Hein. Alors, ce qu'il faut que tu te fasses, c'est que tu te mets devant l'appareil photo. Et tu regardes, tu dis l'objectif il est là, donc là, tu me mets derrière, si l'objectif il est là, la photo ça va prendre à peu près de là jusque là. Et là tu attends 10 minutes et dans 10 minutes tu rebouches. Alors, c'est parti pour toi? Il faut qu'il n'y ait personne devant. Hein. C'est bon les 3 boîtes, vous pouvez ouvrir. Faut plus que la boîte bouge. Hein. Voilà, je vous dirai dans 10 minutes. À l'intérieur, il y a un papier pour les photos. Il faut qu'il n'y ait pas trop de soleil et que ça bouge pas trop. La boîte, faut pas qu'elle bouge parce que sinon on pourra avoir une image tout floue en fait. Moi, les photos, je les trouve originales parce que on peut pas faire des photos comme ça avec n'importe quel appareil. Tu vas voir le petit bassin. À mon avis, tu vois, ça va prendre de là, ici. Tu dois avoir de là jusque là. Ce procédé, ça s'appelle le sténopé. Bon, c'est le côté complètement magique et en même temps un petit peu aléatoire. C'est qu'on fait des photos, mais on ne sait pas du tout ce que ça va prendre. On pose la boîte, on dit bon, ça devrait prendre à peu près ça. Et le résultat est étonnant, quoi. On a d'abord fait des bouts d'essai qu'on a jugés. Trop noir, trop blanc, trop clair, trop... Et ensuite, on est venu refaire les photos définitives en mettant des vraies feuilles de papier grand format. Et on va maintenant aller réaliser le tirage. Bon, bah, elle est bien celle-là. Hein. On va faire le tirage après. Alors, là, c'est ah oui, parce que là, c'est le négatif. Là, c'est le négatif. On a des blancs très blancs. Qui vont devenir très noirs. Qui vont devenir des noirs très noirs. Et on a plein de gris là. Tu vois, toutes les petites valeurs là, tout ça, c'est des gris. Eh bien, ils vont rester. Donc là, c'est une image qui est techniquement parfaite. Ouais. Elle est bien nette. Et en plus, elle est assez jolie. Vous voyez, là, je suis en train de bléter, c'est-à-dire que je pose des leurres dans la mare. Alors ceux-là, ils sont en plastique. Mais auparavant, on en faisait en bois. Et justement, il y a 2 Abbvillois qui sont passionnés de blettes, qui en ont retrouvé 300 des anciennes. Donc elles sont toutes en bois. Hein. Et elles sont actuellement exposées au musée Boucher de Perthes à Abbeville. Donc je vous laisse les découvrir tout de suite. La fonction, c'est d'attirer, d'appeler, de faire venir les autres oiseaux à côté.
C'est vrai qu'à la base, je pense que c'était les premiers appelants. Quand en 1789, les Français ont eu la chasse est démocratisée, ils ont eu le droit, et donc ils ont mais tout de suite pensé à faire des appelants en bois. L'origine de l'appelant remonte à même d'autres civilisations, hein, c'est très ancien. Mais dans notre région, on peut parler de 200 ans sûrs. C'est un symbole de notre région, cet appelant. Ce sont nos racines. Et c'est notre culture, de toute façon, il faut bien le dire, ça fait partie de notre culture. Alors vous avez des choses tout à fait inattendues. Un cao de cambron. Alors un cao, pour les Picards, ils comprendront tout de suite, c'est un rassemblement de paille. Un cao, le cambron, c'est la plante qui est récoltée en baie de Somme. Une plante s'appelle le cambron. Et puis vous avez des appelants en bois ici qui ont une originalité. C'est l'eau qui servait à stabiliser l'appelant. L'eau pénétrait à l'intérieur et l'appelant se trouvait plus lourd brutalement à l'arrivée de la vague. Le Vimeux est à notre porte, le Vimeux touche la baie de Somme, ou la baie de Somme touche le Vimeux. Et les ouvriers de certaines entreprises du Vimeux avaient droit le soir, après leur travail, en récupérant les copeaux d'aluminium, de fondre et de créer ces oiseaux. Ah, mais ces blettes sont lourdes, donc elles ne flottent pas. Elles sont impérativement surpiquées ou sur pied. Ces formes qui sont, c'est vrai, très simples et grossières pour certains, représente surtout un système de piquet qui est spécifique à la baie de Somme et à la baie d'Authie. Collectionneurs étrangers m'ont tous unanimement dit que nous étions les seuls en Europe, je suis clair, en Europe, à fixer nos appelants avec des piquets comme ça dans les estuaires baie d'Authie, baie de Somme. Alors celle-ci a deux particularités. La particularité, celui qui a eu l'idée de la faire, a eu l'idée de penser qu'elle devienne mobile au mouvement des vagues, pour lui donner plus de vie. Et l'autre particularité, la tête est en métal et c'est une tête rapportée des ouvriers du Vimeux. Il fallait premièrement un gros moteur qui est le Festival de l'Oiseau, le savoir-faire d'un musée, mais il fallait surtout avoir quelqu'un à mes côtés qui puisse m'aider et me conseiller, se compléter. Alors cette personne, c'est monsieur Claude Wadou, ici présent, qui possède la plus grosse collection du nord de la France. J'ai commencé à collectionner, enfin à ramasser les blettes il y a 25-30 ans. Je trouvais que c'était beau, puis que c'était dommage de laisser pourrir ça dans les marais. Et j'ai commencé à les ramasser, les canards seulement. Et après, ben, j'en ai acheté évidemment, on n'en trouvait plus. Et je n'aurais jamais cru être collectionneur. C'était pour la beauté du canard, ça avait une vie, ça avait... Et voilà. J'ai restauré un peu parce qu'on trouvait beaucoup de canards de bois, mais beaucoup sans tête. Encore une là, il n'y avait pas de tête. J'ai refait la tête. Je peux refaire une copie de n'importe quelle blette en peinture, quoi. Il fallait des blettes sophistiquées qui rappellent la couleur le plus possible de l'identique. Et c'est ce qui a poussé les principaux tailleurs de blettes de Lory Mignon à rapprocher la réalité le plus possible, quoi. L'ami d'elle, Émile Mignon, lui, vivait exclusivement, il était marin-pêcheur avant, marin-pêcheur, son bateau à Saint-Valery, il a arrêté son métier de marin-pêcheur parce que la passion des appelants, au départ pour lui et ses amis, puis après, il a commercialisé, mais il les faisait avec passion, peinture, il se faisait un grand plaisir, il préférait sculpter et peindre ses appelants. T'adores donner melon. Ouah, cendré. Filigule mi-loin. Ah bah, je crois que je suis découverte. Je remercie mes amis monteurs, mais moi vraiment, je suis pas très douée pour les chants d'oiseaux. Par contre, on va rencontrer un monsieur qui s'appelle Alain Brunet et qui lui s'entraîne pour le concours de chants d'oiseaux qui aura lieu à la fin de la semaine et qui clôturera le festival. Mesdames et messieurs, nous allons passer un grand moment, celui que vous connaissez. Nombre d'entre vous sont venus aussi pour ce grand spectacle. Le concours 1998 de chants d'oiseaux d'Abbeville dans ce festival qui va débuter. Je suis sur le parc ornithologique, garde déjà, hein, donc on fait pas mal de surveillance. Ça fait 3 ans qu'on participe donc au concours de chants d'oiseaux.
Et la première année, c'était un petit peu un pari. On s'était dit, tiens, allez, pourquoi pas, allez, on va le faire, t'es pas chiche, tout. Et puis on a des amis du Sud-Ouest qui viennent chaque année donc, pour faire aussi ce concours de chant. On a sympathisé avec eux la première année. Maintenant, c'est vraiment devenu des amis et on les attend donc ce soir de pied ferme. C'est qu'en Gascogne, après le premier cri de bébé, on apprend à roucouler. C'est pas mal. Pierre Cobet, où est-il? Ah bah, Pierre qui vient quand même de Marmande pour la 3e, je crois, année consécutive. C'est une femelle de Morillon qui est descendue dans le parcours. En chant libre, pour le festival, je vais faire le courlis cendré. C'est autre chose, ça fait un peu ça. Je fais ça, c'est pour le plaisir, ça force de les entendre, quoi. On se promène dans le parc, on entend les parades à cette époque-ci, et on s'amuse à répéter. La même chose que moi. Ça meuble un petit peu. On va reproduire d'ici combien de temps? Attendez. Voilà. Tadane, alors là vous avez une mare avec des tadanes de belon. Alors on reconnaît bien le mâle au tubercule. Hein. En ce moment, les mâles ont un tubercule à la base du bec qui va disparaître après la reproduction. Alors le mâle, pendant la parade, a une sorte de sifflet. Hein. Ça fait... Et la femelle, c'est un cancanement. Puis les mâles, bon, parade, etc. Et donc cette parade, je vais donc essayer de la faire samedi soir donc, au concours de chant d'oiseaux. Je suis désolé, ouais, j'arrive un petit peu, mais j'ai les mains beaucoup trop froides. Ouais, il y a 2 chants imposés, hein. Il y a la tourterelle des bois et le loriot d'Europe. Donc on s'entraîne un petit peu. Bon, Sébastien a une façon de le faire, moi j'en ai une autre. On s'écoute et puis on se dit bah non, il faudrait mieux que tu fasses un petit peu plus comme ça. Au moment où elle roucoule, donc pour la parade, c'est un peu partout pareil. Les loriots, il y a quelques différences. Hein. D'un endroit à un autre, d'un loriot à un autre, le sifflet peut être un petit peu différent. Donc bon, bah ça, c'est à nous de voir pour essayer de faire le mieux possible. Hein. Après, un loriot du Sud-Ouest ou un loriot de chez nous, on verra bien. Merci beaucoup. Moi, cette année, pour le 8e Festival de l'Oiseau, j'ai appris plein de choses. Mais je suis sûre que l'année prochaine, pour le 9e Festival, qui se déroulera du 10 au 18 avril 1999, il y aura encore plein de nouveautés, en complément, bien sûr, du concours de films, des activités pour les enfants et des expos photos. D'ailleurs, moi, cette année, l'expo photo, elle m'a bien plu. Alors, j'y retourne. Salut, à l'année prochaine!